L'histoire de Stranger Things commence en 1983, dans la petite ville de Hawkins, en Indiana. La toute première scène se déroule dans un laboratoire. Un homme court à travers les couloirs du laboratoire national de Hawkins, complètement paniqué, comme s'il fuyait quelque chose d'invisible. Il entre précipitamment dans un ascenseur, pensant être enfin en sécurité, mais se rend vite compte qu'il ne l'est pas du tout. Une créature est déjà là, accrochée au plafond. Les portes se referment, et en un instant, elle attaque. Puis, on fait la connaissance de nos 4 héros, Mike, Dustin, Lucas et Will, 12 ans, passionnés de jeux de rôle. On les retrouve dans le sous-sol de Mike, en pleine partie de Donjons et Dragons. L'ambiance est détendue, ils sont à fond dans leur univers, jusqu'à ce que la mère de Mike, Karen, descende leur rappeler qu'il se fait tard. Il est déjà 10h et l'école les attend le lendemain. Avant de partir, Dustin attrape une part de pizza qui traînait et monte la porter à Nancy, la grande sœur de Mike. Il a un petit faible pour elle, mais Nancy ne le remarque même pas. En sortant, Dustin lance que Nancy était bien plus cool avant de sortir avec Steve. Les garçons montent alors sur leur vélo et rentrent chacun chez eux. Will, lui, décide de couper par un sentier boisé qu'ils appellent Mirkwood, juste à côté du labo de Hawkins. Pendant qu'il pédale, la lumière de son vélo se met à clignoter, puis s'éteint complètement. Quand elle se rallume, une silhouette grande et sombre se dresse en plein milieu de la route. Pris de panique, Will fait une embardée, tombe et s'enfuit en direction de chez lui. Arrivé à la maison, il la trouve vide. Il tente d'appeler les secours, mais tout ce qu'il entend c'est du bruit parasite et des grésillements étranges. Puis, sans que personne ne touche à la poignée, la porte d'entrée commence lentement à s'ouvrir toute seule. Terrifié, Will court jusqu'au cabanon derrière la maison. Il attrape un fusil, le charge et vise la porte. Mais avant même qu'il ait le temps de comprendre, la créature surgit juste derrière lui. Et en une fraction de seconde, Will disparaît, comme s'il n'avait jamais existé. Le lendemain matin, le shérif Jim Hopper se réveille dans sa caravane. Pendant qu'il se prépare, les infos locales parlent d'une panne d'électricité dans tout le comté. De son côté, Joyce, la mère de Will, se rend compte avec son fils aîné, Jonathan, que Will n'est jamais rentré la veille. Inquiète, elle appelle Karen, pensant que son fils a pu passer la nuit chez Mike. Mais Karen lui assure qu'il est parti un peu après 8h. Plus tard dans la journée, au collège de Hawkins, Mike, Dustin et Lucas s'interrogent à leur tour. Où est passé Will ? Avant qu'ils aient le temps d'en discuter, 2 garçons viennent les interrompre. Troy et James, les caïds de l'école. Au collège, Nancy discute avec son amie Barbara, qui lui demande si elle sort vraiment avec Steve. Nancy nie, mais en ouvrant son casier, elle découvre un mot de Steve lui donnant rendez-vous dans les toilettes. Là-bas, ils partagent un moment fort, plein de tension et de complicité. Avant de se séparer, Steve lui promet de passer chez elle dans la soirée. Pendant ce temps, le shérif Jim Hopper arrive au poste de police. Il entre dans son bureau et trouve Joyce, la mère de Will, déjà sur place. Elle est bouleversée et supplie Hopper de prendre la disparition de son fils au sérieux. Mais le shérif, encore loin de s'inquiéter, pense que Will a peut-être simplement rendu visite à son père, Lonnie, qui vit ailleurs depuis le divorce. L'histoire repart ensuite du côté du laboratoire de Hawkins, celui du tout début de la série. Une équipe d'hommes, menée par le docteur Martin Brenner, enfile des combinaisons de protection et descend dans les sous-sols. Là, ils découvrent une énorme brèche dans le mur recouverte d'une étrange matière grise et vibrante. Un des hommes demande à Brenner si la créature inconnue vient de là et ce qu'il est advenu de la fille. Brenner répond qu'elle ne peut pas être bien loin. Effectivement, quelque part dans les bois, une jeune fille avance pieds nus, vêtue d'une simple blouse d'hôpital. Le crâne rasé, elle finit par tomber sur un petit restaurant nommé Benny's Burgers. En voyant des frites sur le comptoir, elle s'en empare discrètement. Benny, le propriétaire, la remarque aussitôt. Elle tente de s'enfuir, mais il la rattrape. Au lieu de se fâcher, il lui prépare un hamburger et la laisse manger tranquillement. Il essaie de lui parler, mais elle ne dit pas un mot. En observant son poignet gauche, il remarque un tatouage, le nombre 11. Persuadé qu'elle vient d'un foyer difficile, il décide d'appeler les services sociaux. Pendant qu'il est au téléphone, la fille fixe du regard un ventilateur qui tourne bruyamment, et sans le toucher, le moteur s'arrête net. Après les cours, Lucas, Dustin et Mike décident de rester un peu plus longtemps à l'école. Ils vont voir leur prof de sciences, monsieur Scott Clark, pour qu'il leur montre le nouveau matériel radio installé dans le club scientifique. Il les emmène dans la salle du club pour leur faire découvrir le dispositif, mais avant qu'ils puissent l'essayer, un message les convoque au bureau du principal. Là, ils trouvent le shérif Hopper et le lieutenant Callahan qui les attendent déjà. Les garçons expliquent le chemin que Will emprunte d'habitude pour rentrer chez lui, celui qu'ils appellent Mirkwood. Quand ils proposent de participer aux recherches, Hopper refuse catégoriquement et leur ordonne de rester chez eux. Au laboratoire, plusieurs employés surveillent les appels téléphoniques des habitants de la ville. Parmi eux, on entend Joyce essayer de joindre Lonnie, son ex-mari. Mais c'est la nouvelle compagne de Lonnie qui décroche et lui demande poliment de ne plus rappeler. On revoit ensuite un souvenir. Joyce rend visite à la petite cabane que Will avait construite autrefois, qu'il appelait fièrement le château Byers. Dans le présent, elle et Jonathan décident d'y retourner, espérant le retrouver là-bas, mais l'endroit est vide. Pendant ce temps, le shérif Hopper et 2 officiers arrivent sur la route que Will a empruntée la nuit de sa disparition.
En inspectant les environs, Hopper remarque soudain le vélo de Will abandonné sur le bas-côté. Il le ramène chez les Byers et commence à fouiller les alentours. Il entend un chien aboyer et voit qu'il fixe la remise. Hopper s'y rend, mais ne trouve rien. De son côté, une femme arrive au restaurant Benny's Burgers. Elle se présente comme Connie Fraser, des services sociaux. Mais dès que Benny la laisse entrer, elle sort une arme et lui fait du mal, le blessant mortellement. Comprenant ce qui vient de se passer, la mystérieuse fille au tatouage s'enfuit discrètement par la porte arrière. Plus tard dans la soirée, pendant le dîner, Mike supplie sa mère de le laisser participer aux recherches pour retrouver Will, tandis que Nancy demande la permission de dormir chez son amie Barbara. Leur mère, Karen, refuse les deux demandes. Une dispute éclate entre le frère et la sœur, et agacé, Mike révèle à leurs parents que Nancy voit en secret Steve. Gênée et furieuse, Nancy quitte la table, suivie peu après par son frère. Cette nuit-là, des bénévoles commencent à fouiller la forêt à la recherche de Will. Hopper discute avec Monsieur Clark, le professeur de sciences. Au cours de la conversation, le shérif évoque sa fille, qui vit avec sa mère. Un des volontaires glisse alors discrètement à Clark que la fille de Hopper est en réalité décédée plusieurs années plus tôt. Pendant ce temps, Mike, Lucas et Dustin communiquent entre eux par talkie-walkie et conviennent de se retrouver. Mike sort en douce de chez lui à vélo et aperçoit Steve en train d'escalader la fenêtre de la chambre de Nancy. Les trois amis finissent par atteindre l'endroit où Will avait vu la créature étrange. Ils laissent leur vélo et s'enfoncent dans les bois pour le chercher. Dustin supplie les autres de faire demi-tour, car une tempête approche, et ils s'aventurent pile dans la zone où Will a disparu, sans aucun moyen de se protéger. Soudain, ils entendent un bruit dans les buissons. En levant les yeux, ils découvrent une fille mystérieuse, immobile, qui se tient juste devant eux. Joyce et Jonathan fouillent dans leurs vieilles photos de famille pour en choisir une de Will, afin de la mettre sur l'avis de recherche. Jonathan s'en veut terriblement, persuadé que tout est arrivé parce qu'il est resté trop tard au travail, mais Joyce le rassure, rien de tout ça n'est de sa faute. Leur conversation est interrompue par un appel. Joyce décroche, et à l'autre bout de la ligne, elle entend la respiration de Will, suivi d'un grondement étrange, presque animal. Puis le combiné lui envoie une légère décharge électrique dans la main. Pendant ce temps, les trois amis emmènent la mystérieuse fille dans le sous-sol de Mike pour essayer de comprendre qui elle est et comment elle s'appelle. Elle garde le silence. Mike lui prête des vêtements propres et pendant qu'elle se change, Lucas fait comprendre qu'il ne lui fait pas confiance. Il pense qu'elle s'est enfuie de l'hôpital psychiatrique de Penhurst, pas très loin d'ici. Lucas et Dustin proposent d'en parler aux parents de Mike, mais ce dernier refuse. Ils n'ont déjà pas le droit de sortir la nuit, alors si les adultes découvrent tout ça, ils seront punis pendant des semaines. Mike imagine alors un plan. Si tu veux soutenir la chaîne financièrement, tu peux t'abonner en tant que sponsor sur Patreon, tous les liens sont dans la description. Merci pour chaque centime. Selon lui, la fille passera la nuit dans le sous-sol, et le lendemain matin, il la conduira jusqu'à la porte d'entrée. Elle n'aura qu'à frapper, sa mère pensera qu'il s'agit d'une enfant perdue, et appellera les services sociaux. Dustin et Lucas finissent par accepter. Après leur départ, Mike installe pour la fille un petit abri fait de couverture. En s'approchant d'elle, il remarque un tatouage sur son bras, le nombre 011. Il décide alors de l'appeler 11. Le lendemain matin, le shérif Hopper se rend chez les Byers pour annoncer à Joyce que les recherches n'ont encore rien donné. Il explique qu'ils ont fouillé toute la forêt sans trouver la moindre trace. Joyce lui montre le combiné brûlé et affirme qu'elle a parlé à Will. Mais Hopper pense que la tempête de la veille a simplement provoqué des interférences. Malgré son insistance, il ne la croit pas. Comme Lonnie, l'ex-mari de Joyce ne répond pas à ses appels, le shérif décide d'aller le voir lui-même. Jonathan propose d'y aller à sa place, mais Hopper lui conseille de rester auprès de sa mère pour la soutenir. Au petit déjeuner, Mike prend une gaufre supplémentaire pour 11, descend au sous-sol et la lui donne. Il lui explique une nouvelle fois son plan. Elle doit se promener autour de la maison, frapper à la porte d'entrée et faire croire qu'elle s'est perdue. Sa mère penserait qu'il s'agit d'une enfant égarée et l'aiderait à retrouver son chemin. Mais 11 refuse de sortir, prétextant que des personnes dangereuses la cherchent. Au laboratoire, Brenner écoute l'enregistrement de l'appel de Joyce à la police, où elle insistait sur le fait que Will était bien à l'autre bout du fil. Les recherches continuent, Hopper réprimande son adjoint Calvin après qu'il a plaisanté sur le côté étrange de Joyce. Callahan demande ensuite à Calvin si leur patron et Joyce ont déjà eu quelque chose entre eux, et Calvin se contente d'un sourire entendu. Steve invite Nancy à une fête chez lui, ses parents étant absents quelques jours. Il remarque Jonathan en train d'afficher des avis de recherche pour Will. Tout le monde se moque de lui, sauf Nancy. On comprend alors que Jonathan est un solitaire sans amis. Nancy s'approche de lui et lui exprime sincèrement sa sympathie pour la disparition de son frère. Jonathan se rend chez son père, Lonnie, en écoutant la chanson « Should I Stay or Should I Go ?». Un flashback montre Jonathan et Will écoutant cette même chanson dans leur chambre, pendant que Joyce se disputait avec Lonnie au téléphone. Lucas et Dustin remarquent que Mike est en retard en cours, mais en réalité, il fait l'école buissonnière. Chez lui, Mike montre à 11 la télévision, les photos de famille et le fauteuil de son père, qui lui plaît particulièrement. Pendant ce temps, Joyce se rend au magasin où elle travaille pour acheter un nouveau téléphone pour remplacer celui qui a brûlé. Elle s'excuse auprès de son responsable pour son absence récente et demande une avance de 2 semaines.
Donald Melvald compatit et lui donne l'argent. Pendant que Joyce et Jonathan sont absents, des employés du laboratoire de Hawkins arrivent chez les Byers. Grâce à un scanner, ils détectent une forte émission d'énergie provenant de la remise et remarquent un liquide sombre qui coule sur une planche. Chez Mike, Onge regarde une photo de Will et dit qu'elle le connaît, ce qui laisse Mike sans voix. Avant qu'il ait le temps de poser des questions, sa mère rentre à la maison et il doit cacher Onze. Il la met dans le placard et ferme la porte à clé. Dans l'obscurité, Onze a un flashback. Le docteur Brenner, qu'elle appelle son père, ordonne qu'elle soit enfermée dans une petite pièce sombre. Elle supplie d'être libérée. De retour dans le présent, après que Mike ait parlé avec sa mère, il rouvre le placard et trouve Onze en train de pleurer. Joyce rentre chez elle, branche un nouveau téléphone pour remplacer celui qui a brûlé, et s'installe pour attendre un autre appel. Pendant les recherches à la carrière, Hopper prévient Callahan de ne pas s'approcher trop du bord, un faux pas pourrait être très dangereux. À ce moment-là, la secrétaire Florence contacte le shérif par radio pour signaler un incident chez Benny's Burgers. Quand la police arrive, ils découvrent que le propriétaire, Benny, n'est plus en vie. Calvin et Callahan supposent qu'il s'est fait du mal, mais Hopper souligne que Benny était un vieil ami et que quelque chose ne colle pas. Jonathan se rend chez son père Lonnie, mais Will n'y est pas. Lonnie insiste pour que Jonathan vienne habiter avec lui, ce que ce dernier refuse fermement. Avant de partir, il lui remet un des avis de recherche pour Will, au cas où Lonnie aurait déjà oublié l'apparence de son fils cadet. Après l'école, Lucas et Dustin se rendent chez Mike. Lucas est contrarié qu'Onze reste toujours là. Mike explique qu'elle a reconnu Will sur une photo. Lucas pense qu'elle ne dit pas tout, et décide d'en parler à Karen, mais la fille utilise soudain son pouvoir pour fermer la porte de la chambre. Les garçons se retournent et remarquent qu'Onze a un saignement de nez. Hopper interroge l'ami de Benny, Earl, qui insiste sur le fait que Benny semblait complètement normal et ne montrait aucun signe de vouloir se faire du mal. Earl mentionne que la dernière fois qu'il a vu Benny, un enfant aux cheveux courts était avec lui. Hopper suppose que cet enfant était Will, mais en réalité c'était Onze, qu'Earl avait prise pour un garçon. Au dîner, Nancy réussit à convaincre Karen de la laisser participer à un rassemblement en soutien à Will, même si elle prévoit en secret d'aller à une fête chez Steve. Dustin et Mike voient Onze descendre les escaliers et tentent maladroitement de détourner l'attention en faisant du bruit et en montrant quelques tours pour que personne ne la remarque. Clark, qui aide aux recherches pour Will, découvre un tuyau d'évacuation avec un morceau de tissu déchiré. Le groupe suit le tuyau et constate qu'il mène directement sur le terrain du laboratoire de Hawkins. Nancy et Barbara arrivent à la fête chez Steve. Mike apporte à Onze les restes du dîner, tandis que Dustin et Lucas s'excusent pour leur comportement un peu rude plus tôt, même si Lucas reste méfiant. Assise à la table avec le jeu de société, Onze retourne le plateau et place la figurine du sorcier, qu'elle appelle Will. Puis elle pose le pion du Démogorgon et explique que Will se cache de lui. À la recherche de son petit frère, Jonathan prend des photos à différents endroits de Mirkwood, la zone où le vélo de Will a été retrouvé. Soudain, il entend un cri, se précipite vers le bruit et réalise qu'il ne vient que de la fête, chez Steve. Barbara, que Nancy a amené avec elle, dénote complètement dans cette ambiance et se sent totalement déplacée. En essayant d'ouvrir une bouteille de bière, elle se coupe accidentellement la main. Jonathan continue de prendre des photos à distance. Joyce, qui attend près du téléphone depuis des heures, reçoit enfin l'appel qu'elle espérait. Elle entend la voix de Will prononcer le mot maman. Submergée par l'émotion, elle le supplie de lui dire où il se trouve. Les lumières vacillent, puis le téléphone s'étincelle à nouveau et se brise. Soudain, la chanson que Jonathan joue souvent, Should I Stay or Should I Go, commence à retentir depuis sa chambre. Joyce ouvre la porte, mais la pièce est vide. L'électricité de la maison s'éteint, le papier peint semble se déplacer, et une étrange silhouette humaine traverse le mur. Joyce panique et court dehors, mais une fois dans sa voiture, elle remarque que le courant revient et que la même chanson joue encore dans la chambre de Jonathan. Elle décide alors de retourner à l'intérieur. À la fête, Nancy monte à l'étage avec Steve. Barbara tente de l'arrêter, la prévenant de ne pas faire quelque chose qu'elle pourrait regretter. Mais Nancy l'ignore et lui dit de rentrer chez elle. Pendant ce temps, Jonathan continue de photographier tout ce qui se passe dans la maison. Barbara est assise, triste, près de la piscine de Steve. Une goutte de sang de sa coupure tombe dans l'eau, et derrière elle, une créature inconnue apparaît. Au moment suivant, elle et la créature disparaissent toutes les deux. Jonathan, aux prises avec son appareil photo qui s'arrête soudainement de fonctionner, ne remarque rien. Barbara reprend conscience dans une piscine vide et vidée, chaque surface recouverte de végétation noire, semblable à des lianes. Elle grimpe l'échelle pour essayer de s'échapper et appelle Nancy, qui ne peut l'entendre. La créature attire Barbara de nouveau dans la piscine et elle tombe dans le silence. Un peu plus tard, Nancy quitte Steve endormi et rentre chez elle, où sa mère inquiète l'attend. Sa mère remarque que Nancy porte le pull de Steve, mais Nancy refuse d'en parler. Le matin, Jonathan est réveillé par des bruits étranges. En entrant dans la chambre de Will, il découvre sa mère en train de parler à une lampe. Joyce est convaincue que c'est Will qui essaie de la contacter et lui demande de clignoter si elle a raison. La lumière vacille et Jonathan insiste sur le fait que ce n'est qu'un problème électrique. Il lui conseille de se reposer avant de repartir à la recherche de son frère. Pendant ce temps, Mike, Dustin et Lucas passent en revue leur plan pour retrouver Will et le protéger de la créature qu'ils ont nommée Démogorgon. Lucas apporte l'équipement militaire de son père, vétéran du Vietnam, ainsi que sa fronde, tandis que Dustin apporte de la nourriture. Dustin et Lucas se disputent pour savoir si les pouvoirs d'Onze sont réels. Dustin tente de faire soulever un jouet de Mike par la pensée, mais Onze l'ignore.
La réunion est interrompue lorsque la mère de Mike leur dit à tous de partir pour l'école. Avant de partir, Mike donne sa montre à 11 et lui demande de se rendre aux lignes électriques lorsque la montre indiquera 3h15 pour l'aider à chercher Will. À l'école, Nancy remarque que certains camarades la regardent bizarrement, mais Steve la rassure, affirmant qu'il n'a rien dit à personne sur ce qui s'est passé la veille. Elle remarque aussi que Barbara n'est pas venue en cours. Seule à la maison, 11 utilise sa télékinésie pour faire flotter le jouet de Mike et se promène dans les pièces. En allumant la télévision, elle tombe sur une publicité Coca-Cola, ce qui lui rappelle le moment où Martin Brenner lui avait fait déplacer une canette rien qu'avec ses pensées. Elle répète l'expérience et une goutte de sang apparaît à son nez. Joyce achète toutes les guirlandes lumineuses du magasin de son patron, Donald, et recouvre la maison, espérant que Will pourra la contacter à travers elle. Hopper obtient l'autorisation d'inspecter le Hawkins National Laboratory. Les images de surveillance de la nuit de la disparition de Will ne montrent rien de suspect, mais Hopper se rappelle qu'il pleuvait ce soir-là, alors qu'aucune pluie n'apparaît sur les vidéos. Il comprend que le personnel du laboratoire lui ment. 11 entre dans la chambre de Nancy et regarde dans un miroir décoré de photos de Nancy et Barbara. Pendant le déjeuner, Nancy demande à Tommy s'il a vu Barbara quitter la fête, et il répond que non. Les garçons ramassent des cailloux pour la fronde de Lucas, mais sont interrompus par les brutes Troy et James. Ils se moquent d'eux à propos de leur ami disparu Will, et en partant, font trébucher Mike qui se cogne le menton contre une Kia. Au labo photo de l'école, Jonathan développe les clichés pris cette nuit-là. L'un de ses camarades remarque une photo où Nancy apparaît. Jonathan rassemble rapidement toutes ces photos et quitte la pièce. Karen, la mère de Mike, rend visite à Joyce avec sa petite fille Holly et apporte un gratin. Pendant qu'elles discutent dans la cuisine, les guirlandes lumineuses se mettent soudain à clignoter. Et Holly suit la lueur jusqu'à la chambre de Will. Le mur commence à se déplacer à nouveau. Joyce panique, attrape Holly et lui demande ce qu'elle a vu. Mais Karen, inquiète du comportement de Joyce, s'en va avec sa fille avant qu'Holly puisse répondre. Le shérif Hopper et son adjoint Calvin fouillent les archives de la bibliothèque pour trouver des informations sur le laboratoire de Hawkins. Ils découvrent plusieurs articles évoquant d'éventuelles expériences sur des humains, ainsi qu'un témoignage d'une femme nommée Terry Ives, affirmant que Martin Brenner lui avait enlevé sa fille. Hopper commence à suspecter un lien entre Brenner et la disparition de Will. Nancy appelle la mère de Barbara et apprend que sa fille n'est jamais rentrée après la fête. Jonathan se dirige vers sa voiture et tombe sur Steve et ses amis. Une fille du labo photo avait montré à Steve ce qu'elle avait vu sur les clichés, et ils sont venus vérifier par eux-mêmes. Tommy arrache le sac de Jonathan, et Steve déchire les photos en morceaux et casse son appareil. Nancy remarque une photo de Barbara parmi les débris et récupère rapidement les morceaux avant de s'éloigner. Pendant ce temps, 11 attend près des lignes électriques à 3h15. Elle voit un chat et se souvient de la fois où Brenner avait tenté de la forcer à faire du mal à un animal avec sa télékinésie. Elle avait refusé et Brenner avait ordonné aux gardes de la renfermer dans une petite pièce. Ne voulant pas se retrouver piégée à nouveau, 11 utilise ses pouvoirs contre les deux gardes avant qu'ils ne ferment la porte. Brenner la félicite ensuite. Dans le présent, les garçons arrivent pour rejoindre 11 et elle monte sur le vélo de Mike. En forêt, elle remarque la blessure sur le menton de Mike. Il dit qu'il est juste tombé sur une pierre, mais 11 ne le croit pas. Mike avoue que ce sont les brutes de l'école et explique qu'il ne voulait pas qu'11 le voie comme quelqu'un de faible. 11 lui répond qu'elle ne le voit pas ainsi. Nancy se rend chez Steve et remarque que la voiture de Barbara est toujours garée au même endroit que la veille. Elle pénètre dans la cour, espérant trouver des indices sur la disparition de son ami, mais aperçoit soudain quelque chose qui file à toute vitesse. Surprise, Nancy prend la fuite. Chez les Byers, les guirlandes lumineuses se mettent à clignoter à nouveau, guidant Joyce vers la table de chevet. Elle demande si c'est Will, et les lumières répondent en s'allumant. À travers ses lueurs, Will parvient à montrer qu'il est vivant, même s'il se trouve dans une situation dangereuse. Comprenant qu'ils ne peuvent communiquer qu'avec des signaux oui-non, Joyce dessine l'alphabet sur le mur et relie chaque lettre à une lumière, permettant à son fils de former des mots complets. Nancy rentre chez elle en larmes et raconte à sa mère la disparition de Barbara. Hopper et Calvin discutent de la fiabilité des articles découverts à la bibliothèque. Hopper suppose que Will a peut-être été témoin de quelque chose lié au laboratoire, quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Une alerte arrive sur la radio du shérif et il prend immédiatement sa voiture, allume la sirène et fonce sur les lieux. 11 guide Mike, Lucas et Dustin jusqu'à la maison des Byers, affirmant que Will s'y cache. Lucas, frustré, la traite d'inutilement fiable, et une dispute éclate entre lui et Mike. Leur querelle se termine lorsque le bruit d'une sirène de police se fait entendre à proximité. Sans réfléchir, les garçons la suivent. À l'intérieur de la maison, Will utilise les lumières pour dire à Joyce qu'il est ici, puis la met en garde pour qu'elle s'éloigne. Le mur se déplace à nouveau, et un démogorgon surgit, une créature humanoïde imposante, à la peau grise et sans visage visible. Les garçons et 11 arrivent sur les lieux juste à temps pour voir les autorités sortir un corps de l'eau. Mike refuse de croire qu'il s'agit de Will. 11 tente de le réconforter, mais il lui crie dessus, la blâmant parce qu'elle insistait pour dire que Will était encore en vie. Il part seul à vélo, en larmes, rentre chez lui et se jette dans les bras de sa mère. Joyce, ayant couru dehors,
Dustin éteint rapidement un petit feu avec un extincteur. Dans le désespoir, Joyce commence à frapper le mur à la hache pour sauver son fils, mais réalise que Will n'est plus là. Pendant ce temps, Jonathan et Nancy se rendent au labo photo de l'école pour agrandir une photo. En attendant, Nancy remarque que Jonathan préfère observer les gens plutôt que leur parler. Il explique que les gens ne disent rarement ce qu'ils pensent vraiment, mais qu'une photo prise au bon moment peut révéler leurs véritables émotions. La photo se développe et il distingue clairement le Démogorgon. Hopper fait irruption à la morgue et examine lui-même le corps de Will. À son horreur, il découvre que le corps est en réalité une poupée remplie de matière synthétique. L'ex-mari de Joyce, Lonnie, arrive et elle se précipite dans ses bras, cherchant du soutien. Hopper coupe une grille de sécurité avec une pince et s'infiltre dans le laboratoire de Hawkins. À l'intérieur, il affronte 2 gardes, maîtrise l'un d'eux et braque son arme sur l'autre. En prenant une carte magnétique, il obtient l'accès au secteur secret du laboratoire. Pendant ce temps, Lonnie et Joyce sont dans la cuisine partageant un verre. Lonnie tente de convaincre Joyce de consulter un psychologue, craignant qu'elle ne soit pas dans son état normal. Hopper continue d'explorer le laboratoire et découvre une chambre d'enfant. Sur le mur, un dessin montre un enfant contraint par un adulte à faire quelque chose à un chat. Mike, Dustin et Lucas discutent de ce qu'ils ont entendu à la radio, essayant de comprendre où pourrait se trouver Will. 11 murmure doucement, le monde à l'envers. Mike se rappelle qu'elle avait auparavant renversé le plateau de jeu et expliqué que Will s'y cachait. Il élabore alors la théorie que Will est piégé dans le monde à l'envers. Dustin compare cet endroit à une vallée des ombres, une version sombre et miroir de notre monde qui existe en parallèle mais reste invisible. Mike suggère que Will pourrait même être dans sa propre maison, mais seulement dans cette version sombre et déformée. Pendant ce temps, les gardes du laboratoire repèrent Hopper, mais il parvient à sauter dans un ascenseur et descendre au niveau inférieur. En explorant les couloirs, il tombe sur la fissure dans le mur, le portail vers une autre dimension. À ce moment-là, il est repéré et assommé. Jonathan rentre chez lui et voit son père. Il lui ordonne de partir, mais Lonnie insiste sur le fait qu'il est venu pour aider Joyce à surmonter la perte de Will. Le lendemain, Hopper se réveille dans sa caravane pour découvrir son bureau couvert de pilules et d'alcool. En fouillant, il trouve un micro caché dans une lampe. Brenner écoute un enregistrement des garçons essayant de contacter Will et réalise qu'Onz est avec eux. Pendant ce temps, le chien de Will gémit à proximité, alors que ses amis et sa famille assistent à ce qu'ils croient être ses funérailles. Un flashback montre Joyce avec Will en train de dessiner son personnage préféré de Donjons et Dragons, Will le Sage. Nancy et Jonathan décident qu'ils doivent stopper le Démogorgon. Jonathan avoue avoir fouillé la boîte à gants de son père et pris son arme. Un employé du laboratoire vérifie la radio brûlée de l'école et transmet ses conclusions à ses supérieurs. Lors de la cérémonie commémorative de Will, les garçons s'approchent de leur professeur, Monsieur Clark, pour lui demander comment accéder à une autre dimension. Clark explique la théorie de Hugh Everett sur les mondes parallèles, illustrant ses propos sur une assiette en papier. Il ajoute qu'entrer dans une autre dimension nécessiterait une quantité d'énergie colossale, presque impossible à atteindre. Quand Mike évoque la possibilité d'un portail, Clark précise que si ces portails existaient, ils pourraient être détectés grâce à des variations dans les champs électromagnétiques. Callahan et Calvin rendent visite à Hopper pour signaler la disparition de 2 personnes dans la forêt de Mirkwood, la même zone où Will avait disparu. Ils précisent également que la voiture de Barbara a été retrouvée à la gare routière par la police d'État. Chez elle, Lonnie dit à Joyce qu'ils doivent faire payer la société Sattler pour la supposée mort de Will. Pendant ce temps, chez Mike, Dustin remarque que l'aiguille de leur boussole ne pointe pas vers le nord comme elle le devrait. Cela suggère qu'un élément à proximité perturbe le champ magnétique de la Terre. Il se rappelle l'explication de Monsieur Clark. Un portail entre les dimensions peut générer des interférences électromagnétiques intenses. Si la boussole ne pointe pas vers le nord, cela signifie qu'une source de perturbation est proche, probablement un portail vers un monde parallèle. Quand Onz entend cela, elle devient visiblement effrayée. Pendant que Lonnie prend sa douche, Joyce fouille dans son sac et trouve un prospectus d'avocat spécialisé dans les affaires de dommages personnels. Réalisant que Lonnie n'est revenue que pour l'argent lié à la mort de Will, Joyce le confronte avec colère. Elle déclare qu'elle ne cessera jamais de chercher Will et affirme fermement qu'il est toujours en vie. Joyce ordonne alors à Lonnie de quitter immédiatement sa maison. Steve s'approche de Nancy pour s'excuser de son indifférence face à la disparition de Barbara. Il tente de la remonter en lui proposant un rendez-vous, mais elle refuse. Jonathan s'entraîne au tir mais rate toutes ses cibles. Nancy le rejoint et touche parfaitement le centre. Hopper appelle son ex-femme Diane, lui avouant qu'elle lui manque, mais le son d'un enfant qui pleure le pousse à raccrocher. Les garçons suivent l'aiguille de la boussole, se dirigeant vers sa mystérieuse destination. En chemin, un nouveau flashback d'Onz apparaît. Dans son souvenir, Martin Brenner lui dit qu'elle doit écouter ce que dit quelqu'un de l'autre côté de la planète, en Union soviétique. Onz est placée dans un caisson de privation sensorielle conçu pour amplifier ses pouvoirs. De retour au présent, elle tente de convaincre Mike de rentrer chez lui, affirmant qu'elle est fatiguée, mais il refuse. Jonathan et Nancy traversent les bois en discutant. Nancy demande à Jonathan ce qu'il a vu sur la photo qu'elle a prise. Il répond qu'il a vu une fille qui essaie d'être quelqu'un d'autre et qui se sent seule. Nancy se fâche, frustrée par son observation, et une vive dispute éclate entre eux. Pendant ce temps, le shérif Hopper arrive chez Joyce. Il lui montre immédiatement un mot indiquant «
ne rien dire, soupçonnant la présence d'un dispositif d'écoute dans la maison. Il remarque que Joyce a accroché d'innombrables guirlandes lumineuses et comprend que n'importe laquelle pourrait cacher un mitro. Hopper passe plusieurs heures à fouiller la maison en détail, mais ne trouve rien. Il rassure ensuite Joyce, le corps de Will était bien un leurre, et admet qu'elle avait raison depuis le début. Les garçons, de leur côté, peinent à localiser le portail. Lucas remarque du sang sur la manche d'11 et comprend qu'elle a trafiqué leur boussole, les faisant tourner en rond pour les empêcher de trouver le portail. 11 les avertit que le portail est dangereux. Furieux, Lucas suggère qu'11 pourrait être le Démogorgon. Mike et Lucas commencent à se disputer à propos d'11 et la tension dégénère en véritable bagarre. 11 utilise ses pouvoirs pour les arrêter, projetant Lucas dans un tas de ferrailles. Mike et Dustin se précipitent vers lui, tandis que Mike crie sur 11. Ce cri déclenche un souvenir chez elle. Elle se revoit dans le caisson de privation sensorielle, puis se réveillant dans un vide sombre. Dans ce vide, elle retrouve l'homme anglais que Brenner lui avait ordonné de localiser et commence à retransmettre ses paroles à travers les haut-parleurs du laboratoire. Soudain, un grognement résonne dans le vide, terrifiant 11 qui hurle pour qu'on la retire du caisson. De retour dans le présent, Lucas reprend ses esprits et décide de rentrer chez lui. Mike et Dustin se retournent et réalisent qu'11 a disparu. Nancy et Jonathan tombent sur un cerf blessé dans les bois. Jonathan veut l'achever pour lui éviter de souffrir, mais soudain quelque chose entraîne l'animal. Nancy suit la trace de sang et découvre un portail à la base d'un arbre, semblable à celui du laboratoire de Hawkins. Elle rampe à l'intérieur et pénètre dans le monde à l'envers, un monde parallèle qui reflète leur ville, mais plus sombre, plus froid et complètement désert. Là, elle aperçoit le Démogorgon en train de dévorer le cerf. La créature se retourne et grogne, et Nancy hurle Jonathan. Entendant ses cris, se précipite à sa recherche mais ignore où elle se trouve. Le portail dans l'arbre commence à se refermer. Nancy parvient de justesse à retrouver la sortie, et Jonathan la ramène en sécurité. Ils observent le portail se sceller complètement. Pendant ce temps, Steve arrive chez Nancy avec ses amis. Il veut s'assurer qu'elle va bien, mais en regardant par la fenêtre de sa chambre et voyant Jonathan la réconforter, il s'éloigne silencieusement. Le shérif Hopper raconte à Joyce sa visite au laboratoire de Hawkins et mentionne avoir vu une chambre d'enfant avec un dessin montrant un père forçant un enfant à faire quelque chose à un chat. Joyce réalise que ce ne peut pas être la chambre de Will, car ses dessins sont beaucoup plus détaillés et sophistiqués. Hopper se rappelle d'un vieil article dans les archives de la bibliothèque et émet l'hypothèse que la chambre pourrait appartenir à une fille nommée Jane, la fille kidnappée de Terry Ives. Nancy prend une douche et se remémore le Démogorgon dans le monde à l'envers. De retour dans sa chambre, elle demande à Jonathan de rester avec elle, cherchant le réconfort de ne pas être seule. Jonathan tente de la rassurer, lui expliquant que le monstre ne peut pas les atteindre chez elle, mais Nancy prévient « on n'en sait rien ». Le lendemain matin, le shérif reçoit une adresse et part avec Joyce. Nancy dit à Jonathan qu'ils doivent arrêter le Démogorgon et sauver Will et Barbara du monde à l'envers, s'ils sont encore en vie. Ils comprennent que la créature est attirée par le sang et décident d'utiliser ce point faible pour la piéger et la vaincre. Connie Frazier se rend chez Monsieur Clark, se faisant passer pour une représentante du club radio pour enfants doués. Elle l'interroge sur Mike, Dustin et Lucas, allant même jusqu'à découvrir où ils habitent. Dustin rend visite à Mike dans son sous-sol et lui reproche d'avoir enfreint le code du club en frappant Lucas en premier, ce qui signifie qu'il doit maintenant être le premier à s'excuser. Lucas accepte seulement si 11 est exclu du groupe, mais Mike refuse. Lucas déclare alors qu'il ira chercher Will tout seul et s'en va. On revient à 11. Le docteur Brenner, qu'elle considère comme son père, entre dans sa chambre et lui offre une fleur, lui expliquant que c'est un jour spécial. Ensuite, 11 se réveille dans la forêt. Elle se dirige vers le supermarché le plus proche, se souvenant que Brenner l'avait plongé dans un caisson de privation sensorielle pour localiser le Démogorgon. Dans le magasin, elle vole plusieurs boîtes de gaufres et utilise sa télékinésie pour empêcher un agent de sécurité de l'attraper. Pendant ce temps, Joyce et Hopper arrivent chez Terry Ives. Sa sœur, Becky, leur ouvre et explique que Terry avait participé à un projet secret du laboratoire de Hawkins pendant sa grossesse, mais qu'elle avait perdu son enfant à cause de l'expérience. Terry a toujours affirmé que sa fille, Jane, avait survécu et possédait des capacités particulières, dont la télékinésie. Lucas part chercher Will seul. Avant de partir, il remarque un homme qui avait inspecté la radio brûlée de leur école, mais n'y prête pas plus d'attention et continue son chemin. Mike et Dustin partent à la recherche de 11. En chemin, ils repèrent un supermarché avec des portes automatiques cassées et comprennent qu'elle y était passée. Lucas atteint le terrain du laboratoire, tandis que Jonathan et Nancy font le plein de matériel de chasse dans un magasin local. En sortant, ils découvrent des graffitis offensants sur le cinéma du coin, visant Nancy. Non loin, Steve et ses amis continuent de vandaliser. Nancy les confronte et Steve prétend l'avoir vu avec Jonathan dans sa chambre la nuit précédente. Il insulte ensuite Will, le petit frère de Jonathan, déclenchant une bagarre. Jonathan prend le dessus, mais la police arrive pendant la rixe. Steve et ses amis parviennent à s'échapper, tandis que Jonathan est placé en garde à vue. Alors que Lucas cherche le portail seul, Mike et Dustin croisent Troy et son ami pendant leur chasse à 11. Troy attrape Dustin, lui mettant un couteau sous la gorge,
et oblige Mike à sauter d'une falaise, en menaçant que Dustin sera blessé s'il ne le fait pas. Mike saute, mais se fiche soudainement en plein air et glisse de nouveau vers le bord. 11 l'a sauvé grâce à sa télékinésie. Elle brise le bras de Troy avec son esprit, faisant fuir les intimidateurs. On revient en arrière, dans la mémoire d'11, qui se rappelle sa première confrontation avec le Démogorgon dans le vide. Elle s'approche et le touche, il se redresse et grogne. Cette rencontre provoque l'ouverture du portail dans le laboratoire. De retour dans le présent, 11 avoue qu'elle a ouvert le portail et libéré la créature dans leur monde. Mike et Dustin la rassurent en lui disant que ce n'est pas de sa faute, et lui rappellent qu'elle est leur amie. Les trois se font un câlin. Ils commencent à rentrer chez eux, mais un agent du laboratoire de Hawkins les repère et transmet la position de 11 à Brenner. Brenner et son équipe s'équipent entièrement et partent à leur recherche. Pendant ce temps, Lucas observe un grand nombre de soldats du laboratoire quitter l'installation. Mike ramène 11 chez lui. Il lui enlève la perruque, lui disant qu'elle est plus jolie avec ses cheveux naturels. Alors qu'ils sont sur le point de s'embrasser, Dustin intervient et annonce que Lucas essaie de les contacter à la radio. Lucas les prévient que des gens dangereux arrivent et qu'ils doivent s'échapper rapidement. Apercevant un réparateur à l'extérieur par la fenêtre, Mike demande à sa mère si elle a appelé quelqu'un. Comme elle répond que non, les enfants partent à toute vitesse sur leur vélo. Lucas les rejoint, mais des camionnettes du laboratoire les poursuivent. Une des camionnettes leur bloque la route. 11 utilise sa télékinésie pour la renverser et dégager le passage. Après leur fuite, Lucas s'excuse auprès de 11 pour son comportement, et 11 s'excuse de les avoir induits en erreur. Mike et Lucas se réconcilient, restaurant la confiance au sein du groupe. Joyce et Hopper arrivent au poste de police. Joyce exige que les menottes soient retirées à son fils, mais à ce moment-là, la police sort du coffre le matériel de chasse, le même équipement acheté précédemment en magasin d'armes. Jonathan montre à Hopper les photos du Démogorgon, explique ce qui s'est passé dans la forêt et suggère que la créature est attirée par l'odeur du sang. Joyce commence à gronder son fils pour son imprudence, mais leur conversation est interrompue par le cri de la mère de Troy. Elle réprimande sévèrement les officiers pour avoir tourné en ridicule l'histoire de son fils, affirmant que son bras a été brisé par la télékinésie. Quand Hopper entend parler de la fille aux capacités surnaturelles, il demande à quoi elle ressemble. Troy la décrit, cheveux courts, saignement de nez et télékinésie. Hopper s'intéresse immédiatement, réalisant qu'il s'agit probablement de la fille de Terry Ives. Pendant ce temps, les agents du laboratoire de Hawkins, dont Brenner et Frazier, arrivent chez Mike et fouillent toute la maison. Dustin aperçoit un hélicoptère qui les cherche. Les enfants cachent leur vélo sous un bus abandonné et se faufilent à l'intérieur. Steve prend quelques analgésiques, puis se dispute avec ses amis. Il avoue à Tommy que taguer des graffitis insultant Nancy était une erreur. Ils sont sur le point de se battre, mais Tommy lui rappelle que Steve n'avait pas réussi à gérer Jonathan auparavant et n'y arrivera certainement pas maintenant. Steve part silencieusement, mais pris de remords, il retourne au cinéma et efface les graffitis offensant sur Nancy. De retour avec Hopper, Joyce, Nancy et Jonathan dans la voiture, ils essaient de deviner où les enfants pourraient se trouver. Jonathan affirme savoir comment les retrouver. Il entre dans la chambre de Will et trouve le talkie-walkie de son petit frère. Mike entend la voix de Nancy à la radio, mais ne répond pas, craignant que le personnel du laboratoire ait capturé la jeune fille et puisse s'en servir comme appât. Lorsque Hopper tente de les contacter, Mike finit par parler et révèle leur position. Ils attendent l'arrivée du shérif, mais à la place, 2 camionnettes remplies d'agents armés du laboratoire apparaissent et commencent à fouiller la zone. L'un des agents repère les vélos sous le bus et s'apprête à entrer, mais Hopper arrive juste à temps pour sauver les enfants. Tout le monde se retrouve chez les Byers, où les garçons expliquent que le portail se trouve à l'intérieur du laboratoire de Hawkins. Hopper confirme qu'il a déjà vu ce portail en se faufilant dans le laboratoire. Joyce et Nancy demandent à 11 de retrouver Will et Barbara. 11 tente de localiser Barbara, mais elle est trop épuisée et tous ses efforts échouent. Elle explique qu'elle ne pourra réussir que si elle dispose d'un tank de privation sensorielle. Dustin contacte leur professeur à l'école pour savoir comment en construire un. Au début, M. Clark refuse, mais Dustin le convainc en rappelant que la curiosité est essentielle. Clark explique alors comment construire le tank, et Dustin apprend qu'ils auront besoin d'une quantité massive de sel. Le groupe se rend à l'école secondaire de Hawkins, où la cafétéria stocke une grande réserve de sel. Nancy et Mike remplissent une petite piscine d'eau. Joyce fabrique un bandeau de fortune pour 11 et la remercie sincèrement pour son aide, promettant de rester à ses côtés si elle a peur. Le groupe remplit la piscine de sel et 11 s'immerge dans le tank de privation fait maison. Son esprit entre dans le vide. Elle localise Barbara, mais réalise immédiatement qu'elle est décédée. La panique s'empare d'elle, mais Joyce la calme. Ensuite, 11 cherche Will et le trouve dans le château de Byers. Elle transmet un message de Joyce et Will répond, leur demandant de se dépêcher car il a très froid. 11 sort ensuite du tank. Hopper décide de pénétrer dans le portail pour secourir Will et Joyce insiste pour l'accompagner. Nancy dit à Jonathan qu'ils ne peuvent pas rester les bras croisés. Elle propose d'attirer le Démogorgon dans leur monde afin de protéger Hopper et Joyce et Jonathan accepte. Hopper et Joyce arrivent au laboratoire, tandis que Nancy et Jonathan se glissent au poste de police pour récupérer des objets confisqués par les autorités. La sécurité du laboratoire bloque Hopper et Joyce à l'entrée. Joyce est menottée. Brenner s'approche d'elle, affirmant qu'il sait qu'elle a tenté de contacter Will. Furieuse, Joyce le réprimande, exigeant de savoir pourquoi ils ont simulé la mort de son fils.
Brenner répond qu'il essayait de faire ce qu'il pensait être le mieux. Hopper est assommé à plusieurs reprises avec un taser et interrogé. Frazier le menace, avertissant qu'elle lui fera du mal s'il ne révèle pas tout ce qu'il sait. Hopper propose un marché. Ils pourront entrer dans le monde à l'envers et sauver Will, à condition qu'ils oublient toutes les activités illégales du laboratoire et tout ce qu'ils ont vu. Brenner accepte, mais à une condition. Hopper doit livrer 11. Le shérif accepte à contre-cœur. Jonathan et Nancy installent des pièges autour de la maison des Byers pour capturer le Démogorgon. Ils versent de l'essence, posent des pièges et préparent leurs fusils. Jonathan fabrique même une arme artisanale, une batte de baseball cloutée. Pendant ce temps, Hopper et Joyce enfilent des combinaisons de protection et franchissent le portail du laboratoire. Au laboratoire de Hawkins, les soldats se préparent à se déployer vers l'école. Frazier demande ce qui se passerait s'ils réussissaient réellement à sauver Will. Brenner insiste que cela n'arrivera pas. Dans le monde à l'envers, Hopper et Joyce explorent ce paysage lugubre et en ruine. Joyce commence à paniquer mais Hopper la rassure. Il se souvient d'une promenade au parc avec sa femme Diane et sa fille Sarah lorsque celle-ci a soudainement eu un problème médical. Pendant ce temps, Nancy et Jonathan se coupent les paumes, se préparant à attirer le Démogorgon avec du sang avant de bander leurs mains. Soudain, quelqu'un frappe à la porte. C'est Steve, venu s'excuser auprès de Jonathan pour leur bagarre précédente. Nancy ouvre la porte. En voyant sa main bandée, Steve suppose que Jonathan l'a blessé et entre brusquement. Nancy pointe un pistolet sur lui et lui ordonne de partir pour sa sécurité. Les lumières vacillent dans la maison, un signe certain que la créature est proche. Le Démogorgon surgit du plafond et le trio se précipite vers la chambre de Will où des pièges à ours sont installés. Les lumières cessent de vaciller, le Démogorgon est retourné dans le monde à l'envers. Hopper et Joyce explorent le monde à l'envers, découvrant un œuf brisé et les ruines du château de Byers. Parmi les débris, Hopper repère un jouet en peluche identique à celui que sa fille possédait. Nancy renvoie Steve, lui demandant de partir, mais lorsqu'il s'installe dans sa voiture, il voit une lumière clignotante à la fenêtre et décide de revenir aider Nancy et Jonathan. Le Démogorgon attaque Jonathan, Nancy tire sur la créature pour le protéger, ce qui ne fait qu'énerver davantage le monstre. Steve rejoint le combat, brandissant sa batte cloutée, et pousse la créature dans l'un des pièges à ours. Jonathan jette un briquet dans l'essence répandue, tentant d'incendier le monstre, mais celui-ci parvient à s'échapper à nouveau dans le monde à l'envers. Hopper et Joyce retournent à la maison des Byers, espérant retrouver Will. À ce moment, les lumières de Noël dans le monde réel commencent à clignoter. Joyce entend la voix de Jonathan, et Jonathan entend sa mère l'appeler. Mike propose à 11 de rester chez lui une fois qu'ils auront sauvé Will. Il lui explique que Nancy sera comme une sœur pour elle. 11 demande si Mike sera son frère, mais il répond que non. Mike tente de lui expliquer ce qu'il ressent pour elle, ce que signifie aimer quelqu'un, mais les mots lui manquent. Alors, il l'embrasse simplement. À ce moment, des agents du laboratoire arrivent à l'école. Mike prévient ses amis qu'ils ont été repérés. Entouré de tous côtés, 11 libère ses pouvoirs télékinétiques, attaquant les soldats et neutralisant leur esprit. L'effort est trop intense et elle perd connaissance. Brenner apparaît, exigeant que Mike et les autres lui livrent 11, promettant qu'ils ne seront pas blessés. Les enfants refusent. Les soldats les saisissent, tandis qu'11 reprend conscience et voit Brenner, son soi-disant père, devant elle. Attiré par l'odeur du sang des soldats tombés, le Démogorgon fait irruption à travers le mur, attaquant tout le monde. Les soldats ouvrent le feu, mais c'est inutile. La créature tue Brenner, laissant le chaos derrière elle. Lucas, Mike, Dustin et 11 s'échappent au milieu de la destruction. Pendant ce temps, Hopper et Joyce suivent la traînée de sang du Démogorgon jusqu'à la bibliothèque de l'école, où ils découvrent le corps sans vie de Barbara. En continuant, ils trouvent Will, une tentacule sortant de sa bouche. Ils le tirent dehors, et Hopper tire sur la créature, la neutralisant enfin. Will ne respire pas, alors Hopper guide Joyce pour effectuer la réanimation, se souvenant des tentatives impuissantes des médecins pour sauver sa fille, Sarah. Joyce panique, suppliant Will de se réveiller. Après plusieurs tentatives, il reprend finalement connaissance. Le groupe pose l'épuisé 11 sur une table. Mike lui dit qu'elle vivra bientôt avec lui et qu'ils iront ensemble au bal de l'école. Pendant ce temps, le Démogorgon élimine les derniers soldats du laboratoire. Une fois tous les agents partis, le monstre fait irruption dans la classe et attaque les garçons. 11, rassemblant toutes ses forces, plaque le Démogorgon contre le mur. Elle s'approche, tourne la tête et murmure « Adieu Mike ». Puis elle déchire la créature et disparaît, laissant le groupe figé dans le silence. Plus tard, la police, les pompiers et les secouristes arrivent sur les lieux, accompagnés de Karen, la mère de Mike. Elle serre son fils confus dans ses bras, soulagée de le voir sain et sauf. Will se réveille à l'hôpital et retrouve sa mère Joyce ainsi que son frère aîné Jonathan. Ce dernier informe Mike et ses amis que Will a repris conscience. Les enfants ravis se précipitent vers lui et racontent avec excitation tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Nancy quitte discrètement la chambre, encore en deuil de sa meilleure amie Barbara. Dehors, le shérif Hopper sort de l'hôpital, allume une cigarette et monte dans sa voiture. Un mois passe et Noël arrive. Les garçons sont de retour autour de la table en train de jouer à Donjons et Dragons. Jonathan vient chercher Will. Mike jette un regard triste vers l'endroit où dormait 11. En partant,
Nancy offre un cadeau de Noël à Jonathan. Jonathan et Will montent dans la voiture et Will ouvre le paquet, un nouvel appareil photo. Il s'avère que le cadeau vient en réalité de Steve, désormais de nouveau avec Nancy. Hopper se rend dans les bois et dépose une boîte en bois contenant un récipient en plastique et un paquet des gaufres préférés d'11. Pendant le dîner en famille, Will va se laver les mains. Dans la salle de bain, il commence à tousser, recrache une limace et se retrouve brièvement dans le monde à l'envers. Il retourne rapidement à table et continue de manger comme si de rien n'était, laissant un rappel silencieux que le monde n'est pas encore totalement sûr.